Bonjour à tous, monsieur, madame. Merci d'être parmi nous aujourd'hui. Donc, nous poursuivons les travaux de notre commission d'enquête sur la pénurie des médicaments et le choix de l'industrie pharmaceutique française en auditionnant les représentants que vous êtes de la mission interministérielle sur les mécanismes de régulation et de financement des produits de santé, dont l'installation est assez récente puisqu'elle a été annoncée par la Première ministre en janvier dernier, soit quelques jours avant la constitution de notre propre commission d'enquête le 1er février. Donc les calendriers de nos travaux respectifs coïncident donc presque exactement. Et alors que vous devez rendre votre rapport, si je ne m'abuse, en la fin du mois de juillet, il me semble, d'après la lettre de mission, quelques semaines après l'un autre, donc il était naturel que nous vous entendions, d'autant que vous étiez chargé, d'après la lettre de mission, de formuler des premières pistes sous 3 mois, donc a priori fin avril. Alors je sais que ça posait peut-être problème que vous soyez auditionné de votre point de vue, mais pour nous c'est important, et comme on peut aussi échanger sur le niveau de vos réflexions d'aujourd'hui. Donc la question de la régulation économique du médicament est en effet apparue au fil de nombreuses auditions publiques que nous avons conduites comme un volet essentiel de toute réflexion sur les voies et moyens d'une lutte efficace et victorieuse contre les tensions d'approvisionnement et les pénuries, phénomène qui est devenu malheureusement endémique dans notre pays depuis pratiquement une décennie. Installée alors que la feuille de route 2019-2022 avait vécu, sa mise en œuvre ayant été ralentie, pour ne pas dire compromise, par cette autre crise sanitaire que nous avons tous traversée, celle du Covid-19 ou de la Covid-19. Et votre mission a précisément pour tâche de faire ce que la feuille de route ne faisait pas, à savoir s'attaquer aux racines du problème de l'indisponibilité chronique en France de certains médicaments essentiels. Et si en effet les grands axes de la feuille de route étaient exclusivement d'ordre organisationnel et informationnel, il s'agit désormais non plus seulement de gérer les pénuries, mais en amont d'en prévenir purement et simplement l'apparition. En tout cas, nous, c'est aussi dans cet esprit-là que nous travaillons. À cette fin, vous avez été explicitement chargé de travailler aux modalités concrètes d'activation de ces leviers de nature économique et industrielle, que sont la relocalisation de la production des médicaments les plus critiques, le renforcement de notre tissu productif, la reconquête de notre souveraineté sanitaire, qui sont un peu les 3 axes sur lesquels on travaille. Vous avez été chargé de réfléchir corrélativement à une éventuelle refonte de la politique de prix administré qui fait la spécificité du médicament, ce bien proprement hors du commun, qui n'est pas une marchandise comme les autres, et même pas une marchandise. Sa tarification fait en effet depuis longtemps l'objet de vifs débats, qu'il s'agisse de déplorer le prix exorbitant de certains produits innovants ou de critiquer les effets délétères des économies demandées aux exploitants de spécialité qui, bien qu'anciennes, restent essentielles dans l'arsenal thérapeutique de nos médecins. Sur toutes ces questions, nous souhaitions recueillir vos premières conclusions et les confronter aux pistes qui nous ont permis de dégager de notre côté 4 mois d'enquête, d'audition, durant lesquels nous avons essayé d'œuvrer à un décloisonnement de la réflexion et des politiques publiques du médicament, trop souvent menées en silo. En tout cas, c'est un des enseignements que nous avons tirés. Nous vous recevons donc cet après-midi en tant que représentants, 2 parmi 6 auxquels la Première ministre a confié cette mission. D'ailleurs, j'ai trouvé que cette commission était très largement féminine dans la composition. Donc, Madame Magali Léo, désignée en tant que responsable du plaidoyer au sein d'une association de patients, et en l'occurrence des patients atteints de maladies rénales chroniques, l'association Rénalou, dont nous avons par ailleurs auditionné la fondatrice et présidente le 1er mars dernier. Vous êtes également membre du comité d'information sur les produits de santé de l'ANSM et du conseil de la CNAM, mais aussi, quoiqu'en réserve durant le temps de la mission, membre du board de Next Step, qui est le cabinet de conseil en affaires publiques spécialisé dans le domaine de la santé.
Monsieur Frédéric Collet, vous avez été désigné en tant qu'ambassadeur France 2030. Vous avez surtout été de 2017 à 2022 président de Novartis France et de mars 2019 à juin 2022 président du LEM, l'organisation professionnelle représentative des grandes entreprises pharmaceutiques opérant en France et que nous avons bien entendu auditionné. Je vous remercie, Madame, Monsieur, de vous être mobilisés. Il importait évidemment que je précise d'où exactement vous parlez, des critiques s'étant régulièrement exprimées depuis l'installation de la mission sur sa composition et notamment sur l'absence en son sein de représentants de professionnels de santé. On aura peut-être l'occasion d'y revenir. Je vais donc vous céder la parole pour un bref propos introductif, puis Laurence Cohen, notre rapporteure, vous posera une première série de questions et ensuite les collègues qui sont là en ajouteront. Je précise que cette audition est diffusée en direct sur le site internet du Sénat et qu'elle fera bien entendu l'objet d'un compte-rendu publié. Et avant de vous donner la parole, je vous rappelle que nous sommes dans le cadre d'une commission d'enquête et qu'un faux témoignage devant notre commission est passible de peines prévues aux articles 434-13, 434-14, 434-15 du Code pénal. Je précise également qu'il vous appartient, le cas échéant, d'indiquer vos éventuels liens d'intérêt ou conflits d'intérêts en relation avec l'objet de la commission d'enquête. Je vous invite donc à prêter serment, de dire toute la vérité, rien que la vérité, en levant la main droite et en disant « je le jure ». Donc, Madame Léo, tout d'abord. Je le jure. Et Monsieur Collet. Merci, et vous avez la parole. Madame la vice-présidente, Madame la rapporteure, Madame, Messieurs, merci de nous permettre cette audition et ce temps de partage sur les travaux à date de la mission. Peut-être quelques propos introductifs autour du cadre, et vous l'avez mentionné, Madame la Présidente, très large de la mission. La lettre de mission qui nous a été adressée comporte une série de volets qui portent sur des sujets très variés, mais tous liés autour de l'accès aux médicaments et des dispositifs médicaux. Donc c'est une mission qui porte à la fois sur la régulation et le financement des médicaments et des dispositifs médicaux, effectivement à l'initiative de Madame la Première ministre. Une lettre de mission que nous avons reçue en janvier 2023 et dont les pénuries sont un thème qui est effectivement en lien avec d'autres sujets liés à la régulation et au financement de la santé, mais qui n'est pas un thème exclusif. Les travaux de la mission ne portent pas exclusivement sur le sujet des pénuries. Nos travaux interviennent dans un contexte qui est critique, qui est à la fois marqué par de fortes contraintes sanitaires, sociales, environnementales, géopolitiques et environnementales. Donc c'est dans ce champ de contraintes que nous devons évoluer et faire des propositions sensées et cohérentes. Notre objet est donc bien de faire des propositions qui s'appuient sur un bilan et des éléments de diagnostic partagés, étayés par des données auxquelles nous avons pu avoir accès, qui nécessitent un gros travail de suivi et d'analyse. Et l'objectif est effectivement d'assurer, d'une part, les conditions d'accès aux soins, d'autre part, l'attractivité, l'autonomie industrielle de notre pays et enfin la compatibilité budgétaire de ces mesures dans ce contexte nouveau et particulièrement perturbé par la crise sanitaire. À la demande de Madame la Première ministre, nous travaillons donc sur un bilan général de la situation, en particulier sur l'impact des leviers de régulation. Nous allons faire des propositions sur l'évolution de ces dispositifs de régulation en abordant notamment les questions de la contribution à l'efficience des soins, des solutions innovantes, leur tarification, mais aussi, et c'est très important pour nous, les sujets liés à la juste prescription et à la pertinence des soins. Nous envisageons également de faire le point sur la gouvernance et notamment la question de la pluriannualité, de la gestion pluriannuelle des dépenses d'assurance maladie, et puis évidemment d'aborder la question du soutien à l'innovation, son accès, sa contribution et son financement, sans oublier la contribution européenne à ces travaux, qui doit être également considérée dans le cadre d'une comparaison internationale.
Donc, comme vous le voyez, la question des ruptures et des tensions d'approvisionnement n'est pas directement au cœur de notre vaste sujet, mais elle est toutefois plusieurs fois citée dans la lettre de mission et donc nous l'expertisons au même titre que les autres problématiques. Sur la composition de la mission, quelques mots, puisque effectivement vous avez lu et vous l'avez fait remarquer les premières critiques qui ont été formulées à l'occasion de la mise en place de notre mission. Donc, nous constituons un comité d'experts qualifiés dans des domaines complémentaires. Nous sommes tous fortement engagés, et ce depuis de nombreuses années, sur les sujets liés à la santé. Nous avons tous un même engagement personnel dans nos parcours pour défendre l'accès à tous les patients aux traitements qui leur sont indiqués dans le respect du contrat social. La nature et la qualité de nos débats confirment cette diversité et cette complémentarité de nos expertises et de nos parcours. Je pourrais, si vous le souhaitez, vous dire un mot peut-être de biographie sur chacun des membres de la mission. Pour ma part, je précise que je ne fais plus partie du comité d'information des produits de santé de l'ANSM et je ne fais plus non plus partie du conseil de la Caisse nationale d'assurance maladie et que, effectivement, Madame la vice-présidente, comme vous l'avez souligné, je suis déportée sur mon mandat au sein du board, de l'advisory board de Next Step pendant le temps de la mission. Sur le fonctionnement, peut-être un mot, puisque c'est un travail très exigeant qui nous occupe beaucoup, peut-être même beaucoup plus qu'on ne le pensait a priori. Nous effectuons beaucoup de recherches, nous réalisons beaucoup d'auditions, plus d'une centaine à ce jour, plus de 110 me semble-t-il. Nous avons encore une série d'auditions qui est prévue et nous engageons des réflexions de façon collégiale avec l'absence de lead d'un des personnes qualifiées sur les autres. Donc nous sommes sur des travaux qui sont extrêmement collégiaux, avec beaucoup de co-construction et de réflexion collective. Nos travaux sont en cours et c'est important de se le redire. Donc aujourd'hui, nous ne serons pas en mesure de vous présenter nos pistes et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous n'avons pas souhaité remettre de rapport intermédiaire en avril. Le travail est long, est lent, est compliqué, est assez tentaculaire, nécessite la prise en compte des avis de plusieurs parties prenantes et elles sont très nombreuses. Parties prenantes que nous avons sollicitées, mais aussi qui se rapprochent spontanément de notre mission pour être auditionnées. Nous avons besoin d'entendre, nous avons besoin de consacrer du temps à l'écoute de l'ensemble de ces parties prenantes et nous ne serons pas aujourd'hui en mesure de vous préciser les pistes sur lesquelles nous travaillons, à ceci près que nous pouvons évidemment poser quelques éléments de cadrage et des grandes orientations sur lesquelles nous pourrons revenir. Au titre des personnes et organisations qui ont été auditionnées par notre mission, il y a bien sûr les administrations. Nous avons passé beaucoup de temps avec plusieurs d'entre elles. Je pense notamment au CEPS, mais pas seulement. Nous avons évidemment auditionné les organisations qui représentent les patients ou les usagers du système de santé. D'ailleurs, nous rencontrons également par ailleurs, au titre de la démocratie en santé, le président de la Conférence nationale de santé. Les acteurs industriels, bien sûr, à travers leurs syndicats, et puis les principaux acteurs industriels et économiques de la chaîne des produits de santé, des acteurs du soin, et en particulier les professionnels de santé, des médecins, des pharmaciens, des économistes, des experts des données, mais aussi de la prospective et de l'environnement de la santé. Voilà, donc comme je vous l'ai dit, nous consacrons beaucoup de temps à l'analyse des données qui sont produites par les parties prenantes, pas seulement de l'administration, mais nous avons reçu aussi des liasses de données très intéressantes du côté des industriels et des associations de patients que nous expertisons. Les débats de ce comité se font régulièrement en son sein. Nos recommandations seront uniquement adressées au nom de notre mission et rédigées de façon co-construite. Nos recommandations n'étant pas finalisées, voilà, nous souhaitons encore aujourd'hui prendre le temps et nous en avons encore un peu puisque nous devons effectivement remettre notre rapport définitif à la fin du mois de juillet, ce qui ne nous empêche évidemment pas d'échanger régulièrement avec les différents cabinets. Voilà, je laisse peut-être, après ce propos liminaire, la parole à Merci beaucoup, Magali. Je vous remercie. Effectivement, je n'avais pas mesuré à quel point nos travaux étaient parallèles. Et donc, effectivement, j'imagine que vous avez, vous aussi, auditionné beaucoup de gens sur ce secteur en général,
probablement en étant plus concentré sur la question des pénuries, mais le spectre, vous le voyez, de la lettre de mission qui nous a été confiée est extrêmement large et il est effectivement, comme le souligne Magali, difficile après plus de 100 auditions et 100 auditions quelquefois qui ont été répétées, donc ce sont, je sais pas, peut-être 200 heures d'entretien que nous avons eu au moins, mais encore de faire cette synthèse compte tenu des changements auxquels nous sommes face. Peut-être deux constats pour commencer. Le premier, c'est que on est frappé par l'attention extrêmement forte que suscite notre travail de la part de tous les acteurs que nous rencontrons. Nous sommes beaucoup sollicités. Nous sentons à quel point il y a une attente de la part de tous, qu'ils soient acteurs de l'administration, qu'ils soient acteurs industriels, qu'ils soient spécialistes, qu'ils soient bien sûr acteurs de santé, qu'ils soient représentants des patients. Nous sommes extrêmement sollicités et nous mesurons à quel point il y a une attente sur nos travaux, que nous espérons ne pas décevoir, mais à quel point l'attente est forte. Le deuxième point qui est important, c'est qu'on est très frappé de la... Alors le terme n'est peut-être pas adéquat, mais de la volonté de bien faire de tous les gens qu'on rencontre. C'est-à-dire que la santé est certainement un environnement qui, tant dans l'administration que chez les professionnels de santé, mais également dans l'industrie, est fait de gens qui sont très engagés et qui ont une réelle volonté de bien faire, quelquefois en gérant des injonctions quelquefois paradoxales, mais ça nous a beaucoup frappé. Alors, peut-être qu'au-delà de quelques remarques, on observe d'une part deux choses. La première, c'est qu'il y a un constat très convergent sur le fait que la situation est à bout de souffle. Enfin, que le contexte, compte tenu des éléments peut-être sur lesquels je vais revenir, est un peu à bout de souffle. En revanche, ce qui est assez normal, les propositions, les solutions, les initiatives, les idées, les suggestions divergent compte tenu des acteurs, et ça, c'est très attendu. Mais certainement, le constat est celui d'une situation qui ne fonctionne plus telle qu'elle est. Alors peut-être que je peux partager quelques éléments de ce que nous observons à ce stade. La première, c'est qu'il y a une rupture extrêmement forte et inédite depuis, nous ne saurions pas la timer, enfin la préciser dans le temps de façon parfaite, mais disons de 2 ans. Et depuis 2 ans, alors vous allez me dire, c'est l'effet du Covid. Et non, ce n'est pas uniquement la crise sanitaire. La crise sanitaire a fonctionné comme un accélérateur, comme un révélateur. Mais ce que nous observons n'est pas lié directement à la crise sanitaire, qui en est un des éléments, mais qui n'est pas le seul. Et donc, nous observons une vraie rupture depuis 2 ans. Alors, les éléments, vous les avez entendus, vous les connaissez, mais c'est certainement d'abord un phénomène démographique avec un vieillissement de la population, ça, il n'y a aucun doute, épidémiologique, avec effectivement des personnes qu'on accompagne beaucoup plus longtemps, avec des maladies, notamment avec des maladies chroniques. En parallèle, une vague d'innovation qui est véritablement sans précédent. Et si vous suivez aujourd'hui ce qui peut se faire à l'ASCO pour l'instant, qui est ce congrès international, c'est fascinant de voir effectivement la fertilité de la recherche aujourd'hui, notamment dans le domaine du cancer. Mais donc une vague d'innovation sans précédent qui font de très très grands espoirs pour les patients et pour les professionnels de santé. Nous l'entendons beaucoup. La troisième chose, c'est un phénomène d'internationalisation qui est réel. Je ne sais pas si la santé a jamais été un environnement ou un sujet très local, mais en tout cas aujourd'hui il est véritablement international tout au long de sa chaîne. Qu'on parle de recherche, que l'on parle de développement clinique, que l'on parle d'industrialisation, que l'on parle d'accès, que l'on parle de prix, que l'on parle de fourniture, que l'ensemble de cette chaîne est de plus en plus international, et c'est une réalité. L'autre point, c'est qu'effectivement, l'attention sur les prix qui a toujours été là, et singulièrement en France, a été accentuée avec les effets de l'inflation. C'est-à-dire que l'inflation, qui juste là a été contenue, ne jouait pas tellement sur les comptes d'exploitation des entreprises, et notamment sur la rentabilité de certains produits, voire de certaines entreprises. Aujourd'hui, l'effet de l'inflation se fait ressentir d'une façon nouvelle, et touche ce secteur comme elle en touche d'autres, avec, comme vous l'avez souligné, la question de prix régulés, qui est un facteur tout à fait spécifique à ce secteur. Et puis, on observe en parallèle, et bien entendu, vous le savez, un resserrement qui est très fort de la contrainte budgétaire, avec là un impact post-crise qui est évident, et particulièrement en France, ou en tout cas certainement en France.
Et puis, au-delà de ça, je pense qu'un phénomène ancien et qui continue de durer sur une sorte de désaffection ou une crise de l'attractivité industrielle et qui est présente. La conséquence de tout ça est que c'est évidemment une tension sur le plan sanitaire et budgétaire qui est véritablement sans précédent, avec des outils qui, aujourd'hui, en écoutant les différents acteurs, nous semblent inadaptés, véritablement inadaptés au contexte. Et la manifestation la plus évidente de ça, c'est le rythme de croissance de la dépense réelle et tendancielle qui n'est pas soutenable ni connectée avec celle de l'Ondam. Donc on a véritablement une question budgétaire face à une question économique et, selon le terme que nous employons, permettez-moi l'expression, une difficulté à faire rentrer l'édredon dans la valise. C'est-à-dire qu'on mesure à quel point l'équation est devenue aujourd'hui extrêmement complexe si l'on souhaite préserver, comme c'est notre objectif, l'accès à tous les patients français au traitement dont ils ont besoin en toutes circonstances. Ce qu'il est important de souligner, c'est que les tensions que nous observons, et les premières, et celles que j'ai évoquées en particulier, sont des tensions internationales pour l'essentiel. C'est-à-dire que tous les pays, peu ou prou, font face aux mêmes difficultés, que ce soit des questions démographiques, que ce soit des questions budgétaires, que ce soit bien sûr des questions épidémiologiques et des questions d'innovation, et tous ces sujets-là sont partagés. Le deuxième point, c'est qu'effectivement, je ne vais pas revenir dessus, mais on a une sorte avec cette internationalisation dont j'ai parlé, un changement des conditions d'accès et même du rapport entre les acteurs, avec une très forte évolution des volumes de soins consommés dans le monde en général, moins en France, parce que là, et dans d'autres pays, mais la France est un pays qui a contenu non seulement la dépense de santé par patient, par les prix, mais également en volume, relativement, en unités consommées. Une forte tension sur les prix. Je m'excuse, Monsieur Collet, mais j'aimerais pas que le propos liminaire soit limité à un constat qu'on a fait Okay. en long. Donc, essentiellement, de prendre les points essentiels de votre Alors, constat, je vais aller sans très aller vite dans sur les points détails, parce que c'est des choses qu'on connaissez. travaille depuis. Et on reviendra avec les questions, mais Très bien. je pense Okay. qu'il faut privilégier l'échange vous avez raison, plutôt que le constat qu'on a déjà, qu'on connaît. Parce que je vais qu'on aller fait vite. aussi. Le troisième point que je voulais souligner, c'est celui d'un certain nombre ce qui est. Beaucoup de ces éléments sont des éléments partagés entre différents pays. En revanche, on est face à un héritage de choix stratégiques et politiques qui sont peut-être distincts de ceux qui ont été effectués dans d'autres pays, avec, pour faire très simple, une régulation en France qui s'est principalement appuyée sur une régulation par les prix et par la valeur. Historique, si on regarde les différents budgets, et avec succès, l'Ondam a été contenu, maintenu depuis des années. A contrario, les deux autres leviers, que sont le levier sur les volumes, c'est-à-dire le volume de produits consommés, a été moins activé que ce qu'on peut observer dans d'autres pays, et en particulier la façon dont la prescription médicale est encadrée, si on peut dire le terme, est moins activée que ce qu'elle peut être dans d'autres pays, et également ce qu'on pourrait appeler l'effet de structure, et notamment la façon dont le générique et le biosimilaire sont, eux, aussi optimisés. C'est-à-dire qu'en comparaison d'autres pays, on est aussi étonné de voir à quel point ce sont des réserves d'économie qui peuvent être aujourd'hui mieux utilisées et mieux exploitées. Et dernier sujet sur ce point, puisque dans les choix qui ont été faits, la question environnementale est une question qui nous préoccupe, dont on a peu parlé effectivement, mais qui fait partie de la lettre, et qui est aujourd'hui un point important, puisque 10% de l'empreinte carbone en France provient du secteur de la santé. Donc c'est un sujet qui doit nous préoccuper. Enfin, le dernier point, c'est qu'effectivement, le système est aujourd'hui sous une tension extrême. Nous pensons qu'elle appelle des choix politiques et collectifs qui sont forts pour justement préserver l'accès au traitement et optimiser la contribution de ces traitements-là. Ça passe par plusieurs choses. Ça passe certainement par une meilleure maîtrise médicalisée, c'est ce qui nous semble. Ça passe également probablement par une meilleure exploitation des réserves d'économie que nous avons. Ça passe également par une meilleure captation une meilleure identification et meilleur suivi de ce que les traitements innovants peuvent apporter au système de santé, sur lequel
notamment la médico-éco, ne répond pas suffisamment et le suivi dans le temps que nous avons ne parvient pas suffisamment à répondre. Et enfin, un système général dans lequel la croissance même de ce secteur doit être envisagée. Et puis enfin, je termine avec ce point, un système de régulation et de financement extrêmement complexe, vous en êtes des experts, très mal compris, qui suscite des critiques parfois même violentes de la part des différents acteurs, quels qu'ils soient, et notamment une grande incompréhension pour les patients et pour les professionnels de santé qui ne comprennent pas comment, dans la même journée, ils peuvent faire partie des 4 millions de personnes qui visitent une pharmacie à qui on dit l'amoxicilline n'est pas disponible, mais également lire à la une du Parisien, par exemple, que certains traitements anticancéreux ne sont pas disponibles en France quand ils le sont ailleurs. Donc on sent cette tension qui n'est plus simplement une tension d'experts du sujet, mais une tension qui touche plus généralement les acteurs et qui nécessite également qu'on revoie du coup comment dire, le partage d'informations, la symétrie d'informations, mais également la façon de représenter mieux les patients dans cet environnement et de mieux les intégrer aux questions qui sont abordées. Voilà ce que je peux vous dire en quelques mots et je vous prie de m'excuser si j'ai été trop long. Merci. Non, c'est pas que mais c'est vrai que ça correspond à des choses que nous, on serait capable de tout ce qui est du domaine du constat. Et donc, ce qui nous intéresse, c'est d'aller un peu plus loin sur les explications, même si vous aurez quelques retenues, vous nous l'avez annoncé. Je passe la parole à notre rapporteur, Laurence Cohen. Oui, merci Madame, merci Monsieur. Effectivement, vous en êtes resté quand même assez sur un propos généraliste de constat que nous avons pu partager depuis le début de nos auditions. Je voudrais, moi, abonder dans le sens de ce qu'a dit la présidente, parce que effectivement, la composition quand même de votre collectif pose problème. C'est-à-dire que par rapport à l'indépendance que vous pouvez avoir à l'égard du secteur de l'industrie pharmaceutique, parce que vous êtes 6 et quand même les 6 ont des liens d'intérêt ou ont eu des liens d'intérêt importants. Donc c'est quand même quelque chose que je veux porter à nouveau parce que ça n'est pas anodin dans le contexte de la mission. Ça, c'est plus une réflexion qu'une question. Ensuite, dans les remarques très généralistes que vous avez bien voulu partager avec nous, en fait, à aucun moment, vous n'interrogez, me semble-t-il, ou en tout cas pas suffisamment, où on a besoin d'avoir des précisions, le modèle économique. C'est-à-dire parler, par exemple, d'une meilleure maîtrise médicalisée, c'est effectivement un élément, mais un élément parmi beaucoup d'autres et certainement pas l'élément qui paraît essentiel, en tout cas au fil des auditions que nous avons pu avoir. On est dans une situation où effectivement les pénuries de médicaments touchent l'ensemble des pays avec plus ou moins de vivacité, on va dire, que la France est particulièrement touchée et que malheureusement on a vu au fil du temps des médicaments de plus en plus nombreux à être touchés, c'est-à-dire que là, et ce qui a mis, je pense, le public dans la boucle, si je puis m'exprimer ainsi, c'est que ça a touché des médicaments qui étaient d'usage plus courant, et notamment tout ce qui concernait la pédiatrie, où là, ça a entraîné à juste titre beaucoup d'émoi. Mais on voit, enfin nous, on a été saisis, il y a eu également la pilule abortive, enfin, il y a toutes les classes thérapeutiques sont touchées. Donc on ne peut pas ne pas interroger notre système économique. Depuis 30 ans, il y a eu une politique de délocalisation des entreprises pour une question de rentabilité financière. Donc il y a eu une recherche d'aller dans des pays à moindre coût au niveau social et au niveau environnemental. Aujourd'hui, les exigences sont différentes. Et il y a un appel de la France à relocaliser un certain nombre d'industries, pharmaceutiques notamment, puisque c'est ce qui nous concerne. Cette relocalisation ne peut pas se faire uniquement à l'échelon de la France, ce serait ridicule, personne d'ailleurs ne le dit. Donc il y a une réflexion, une coordination à avoir au niveau européen, au moins, pour le moins. Donc, quelle réflexion avez-vous déjà sur ce questionnement précis? Ça,
C'est ma première interrogation. Ma deuxième interrogation, c'est qu'on nous dit, et notamment les industriels, que les produits matures sont particulièrement bas et que ce serait ça qui expliquerait les pénuries. Or, là encore, nous avons eu de nombreuses auditions et nous avons vu que dans d'autres pays où les médicaments ont un prix plus haut, je pense par exemple à la Suisse, les pénuries sont tout aussi nombreuses, voire plus. Donc ça n'est pas suffisant. Les causes sont plurifactorielles, ce serait trop simple s'il n'y en avait qu'une. Donc il y a aussi... Bon. Mais peut-être que ce qui, nous, en tout cas, nous intéresse au moment de puisque nous allons rendre notre rapport début juillet, c'est d'avoir des éléments plus précis, justement, sur cette régulation au niveau des prix. Vous avez parlé, mais extrêmement brièvement, de la clause de sauvegarde. La clause de sauvegarde, effectivement, le problème de ce dispositif, de ce mécanisme, c'est qu'il est, en fait, il n'est pas obligatoirement prévisible par rapport aux industriels. Ils vont savoir après coup la somme qu'ils auront à débourser. Mais là encore, nous faisons une différence entre les grands labos qui ont les reins plus solides et qui ont dégagé d'ailleurs des milliards d'euros, et puis les petites PME. Qui, elles, ou les PME, c'est d'ailleurs pas la peine de dire petites PME, ou qui, elles, sont plus en difficulté. Est-ce que vous avez une réflexion concernant donc cette clause de sauvegarde? Est-ce que, par exemple, vous avez, parmi vos pistes, étudié le fait que peut-être qu'il faudrait sortir les produits matures? Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que c'est indispensable? Est-ce que non, ça ne serait pas une idée qui pourrait aider justement à faire en sorte de combattre les pénuries? Une troisième question, c'est que le législateur a ajouté un critère de fixation du prix des médicaments qui tient à la sécurité d'approvisionnement du marché français que garantit l'implantation des sites de production. C'est ce qu'on appelle le critère industriel. Est-ce que ce bonus doit, selon vous, s'appliquer aux médicaments innovants comme aux médicaments matures? Et enfin, ma dernière question qui est liée, c'est que le CEPS a élaboré une doctrine qui ne vise l'application du critère industriel qu'aux produits nouvellement inscrits. Est-ce que finalement, vous pensez que c'est une bonne doctrine, ou est-ce que ça ne rate pas la cible du législateur, justement, en excluant les produits matures qui concentrent l'essentiel des difficultés d'approvisionnement? Donc voilà les premières questions que j'ai envie de vous poser, en insistant quand même sur le fait que la majorité des pénuries touchent plutôt les produits matures, et que nous avons vu, et nous avons tous et toutes été choqués par l'envolée d'un certain nombre de traitements dits innovants qui dépassent, cette course terrible à des prix pharaoniques ne va pas pouvoir perdurer. Merci, vous avez la parole. Merci, Madame la rapporteure, pour vos questions. Alors, on va vous répondre tous les deux, mais je peux commencer peut-être à apporter quelques premiers éléments. Sans commenter peut-être les liens d'intérêt des membres de notre mission, juste rappeler, et on se tient à votre disposition pour apporter plus de précision si vous le souhaitez, mais que beaucoup de membres de notre mission ont des carrières dans le privé, mais ont eu précédemment des grandes carrières aussi dans le public, et avec des missions importantes au niveau des différentes directions ministérielles. Et que ce qui nous rassemble, c'est aussi notre engagement, notre expertise, et quant au choix et à la composition de la mission elle-même, je pense que c'est une question qu'il faudrait adresser au cabinet de la Première ministre elle-même, puisque c'est elle qui a fait le choix et qui a approché les personnes qualifiées que nous sommes. Pour ma part, j'ai accepté assez vite et avec beaucoup d'enthousiasme de faire partie de cette mission aux côtés de mes collègues, puisque je considère qu'effectivement il y a un enjeu social extrêmement fort, et je connais le niveau d'engagement des associations de patients sur les différents thèmes de la mission. Donc c'était très important à titre personnel d'en faire partie et de porter la voix des patients.
Alors, je pense que vous adressez un sujet qui est majeur, Madame Cohen, autour du modèle économique, bien sûr, et d'ailleurs c'est l'un des attendus de la mission. Bien sûr que nous l'interrogeons, bien sûr qu'il est au cœur de toutes les mesures que nous expertisons et les propositions que nous sommes en train d'analyser. Pour nous, le modèle économique, il repose en effet sur la régulation des volumes, de nouveaux mécanismes autour du prix, et puis également l'évolution, et je n'ajoute pas grand-chose par rapport à ce qui est écrit à la lettre de mission, mais effectivement l'évolution de ces outils de régulation qui sont datés, voire dépassés, on peut le dire, hein, qui aujourd'hui montrent que notre système est à bout de souffle, avec un niveau de dépenses de santé qui va probablement plus être soutenable si on poursuit sur ce tendanciel, et avec un tsunami d'innovation, ou en tout cas voilà, une vague d'innovation qui arrive, qui seront probablement associées à des prix élevés, et donc qu'il faut voilà, imaginer et concevoir dans un écosystème complexe. Notre système de santé, effectivement, il est nettement fragilisé par les nouveaux considérants et les nouveaux éléments de contexte que Frédéric a cités, mais que vous connaissez par cœur, dans un contexte inflationniste qui ne facilite rien. Donc oui, je pense d'ailleurs que si cette mission nous a été confiée, c'est pour que nous réfléchissions sans dogmatisme, sans limite d'ailleurs. Enfin, je veux dire, on s'autorise parfois à aller assez loin et à être assez disruptif dans les propositions que nous faisons. La maîtrise médicalisée est pour nous assez centrale parmi les éléments de la régulation et du nouveau modèle économique, puisqu'il y a quand même un vrai sujet autour des volumes de prescription, des volumes de médicaments consommés. C'est variable selon les classes thérapeutiques, mais enfin, nous sommes quand même des très gros consommateurs parmi les plus importants en Europe de médicaments. Donc il y a un vrai sujet autour de la sobriété des prescriptions, hein. En France, il n'y a que 23% des prescriptions qui ne donnent lieu à une prescription sans médicaments, voilà, une ordonnance de non-prescription, alors que c'est 70% en Suède, par exemple. Ce n'est qu'un exemple, mais qui montre qu'on a un vrai sujet autour de la culture du médicament dans notre pays. Donc pour nous, c'est essentiel de travailler sur les volumes, mais ça n'occulte pas les sujets très épineux, très sensibles et très complexes autour du prix. Je laisserai peut-être Frédéric compléter, mais nous avons effectivement une analyse assez poussée sur le montant M et la clause de sauvegarde, qui effectivement, et là sans aller trop loin sur l'analyse, mais dont les effets sont dénoncés justement par leur manque de prévisibilité, vous avez raison de le souligner, et qui surtout a été un dispositif qui a été prévu pour être un rattrapage, une solution de dernier recours, et non pas comme un mécanisme de régulation a priori, ce qu'il est en train de devenir. Donc nous sommes effectivement en train d'y réfléchir et d'imaginer une refonte d'un système que nous voulons plus vertueux, qui ne décourage pas l'accès aux innovations, qui ne décourage pas non plus l'accès précoce des patients aux innovations. C'est un point extrêmement important, et nous sommes sur une ligne de crête, un équilibre compliqué à trouver. Voilà, je laisse peut-être Frédéric. Merci Magali. Peut-être deux points. Vous avez posé la question européenne, qui est évidemment un enjeu. On voit que d'autres pays, notamment le marché de la santé, à plus de 40%, 45% construit aux États-Unis. Le poids des États-Unis est très important. Les décisions qui s'y appliquent de façon uniforme. L'Europe est encore assez morcelée. Alors l'Europe a un certain nombre de succès derrière elle, que sont en particulier l'AMM, qu'aujourd'hui on est en train d'avancer sur l'évaluation avec l'HTA, en commençant par le cancer, avec une volonté d'harmoniser cette évaluation, ce qui est très bien. Après ça, la crise Covid nous a aussi appris un certain nombre de choses, notamment dans la capacité de l'Europe à se mobiliser sur des causes communes, évidemment, notamment dans le cadre du vaccin. Et donc un de nos points est effectivement de regarder s'il y a des possibilités de mieux coordonner l'action européenne pour assurer en particulier l'approvisionnement et l'accès sur certains traitements. Mais c'est un sujet aujourd'hui que nous avons. La question que vous posez après est celle de la clause de sauvegarde. Je pense que vous avez entendu beaucoup de gens ici vous parler de la clause de sauvegarde et du fait que le mécanisme en fait a perdu son esprit d'origine. L'esprit d'origine de la clause de sauvegarde était d'être un mécanisme d'absorption. Aujourd'hui, c'est devenu compte tenu de l'écart entre la croissance naturelle et la croissance régulée, la clause de sauvegarde prend une dimension qui est tout à fait nouvelle. La clause de sauvegarde, elle présente un certain nombre de difficultés, dont une forte inéquité que vous avez soulignée. C'est-à-dire que, globalement, l'ensemble du secteur va contribuer à la clause de sauvegarde de façon uniforme. Donc nous réfléchissons aujourd'hui à la façon de
faire en sorte que la clause de sauvegarde conserve son esprit d'origine et que pour autant on garde une régulation. Il n'est pas question de... Enfin, aucun d'entre nous ne recommande que le système ne soit pas sous contrôle et que les dépenses de santé ne soient pas contrôlées. Et donc c'est aujourd'hui un travail que nous faisons entre l'adaptation et le respect de la clause de sauvegarde dans son esprit d'origine et en même temps la façon dont on peut activer d'autres leviers et peut-être, comme vous l'avez souligné, de l'ajuster pour la rendre moins inéquitable quand elle existe. La quatrième question que vous avez posée est celle de la sécurité des approvisionnements et du critère industriel qui s'applique de la même façon pour des médicaments matures et des médicaments innovants, si j'ai bien compris votre question. Oui. Non, ça ne s'applique pas de la même façon. Oui, c'est ça, la différence. Il y a une différence. Oui, c'est bien ce que... Ça. Non, pardon, excusez-moi. Oui, tout à fait. Qu'il y a une différence, que les critères industriels s'appliquent de façon différente selon qu'il s'agisse de médicaments matures et innovants. C'est un sujet sur lequel sur lequel on n'a pas tranché, en effet. Effectivement, le tissu que nous avons en France et que vous connaissez est un tissu qui est fait de deux types d'entreprises très très différentes. Des entreprises souvent françaises avec une empreinte industrielle en France qui est très forte et qu'il faut chercher à préserver. Souvent, ce sont des entreprises qui sont, pour la majorité d'entre elles, positionnées sur des produits matures dont il faut préserver les conditions de vie et d'équilibre. À l'autre bout, vous avez les plus innovantes sont souvent des entreprises internationales, pas systématiquement, mais souvent des entreprises internationales, et pour la plupart d'entre elles avec des empreintes industrielles qui sont moins fortes. Donc la question est de se dire comment est-ce qu'on peut travailler sur les unes et les autres en ne s'appuyant pas strictement que sur l'aspect industriel. Et la question des pénuries est une question qui est, d'abord, elle n'est pas nouvelle. Vous vous en êtes saisi. C'est une question qui est là depuis au moins une dizaine d'années. Elle prend une amplitude nouvelle aujourd'hui. Elle est, comme vous l'avez souligné, d'abord, elle est internationale, elle a des causes différentes. Il y a eu beaucoup de missions, de sujets, d'actions diverses qui ont été menées. Et je pense qu'effectivement, la reconnaissance industrielle est un des sujets, mais ce ne sera pas le seul. Alors, j'avoue qu'on est un petit peu interpellé par le type d'échange qu'on a, parce qu'on se rend compte quand même que... Et on peut le comprendre, que vous ne voulez pas aller plus loin dans vos futures préconisations et que du coup on reste un peu sur des généralités, qu'il y a un blocage sur les questions de fond. Alors d'abord, Madame Léaud, quand la rapporteure dit qu'il y a un problème de composition, ça ne remet pas en cause la conviction personnelle de chacun des membres. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'on est toujours le produit culturel de son propre parcours et que donc... quand on a dans une commission des parcours qui finalement sont relativement semblables et ne couvrent pas le champ, on a de fortes chances d'avoir finalement des réponses qui sont des réponses biaisées quelque part. Ça ne remet absolument pas en cause l'engagement personnel de chacun et vous le comprendrez aisément. Et du coup, quand moi j'entends, quand vous nous dites que finalement... dans la fin de votre propos liminaire, que vous vous orientez que sur 3 éléments, la maîtrise médicale, la meilleure exploitation des gisements d'économie et le meilleur suivi des traitements. Moi, je vois rien de disruptif alors que vous parlez que vous vous permettez d'être disruptif. Je vois finalement la reprise d'un modèle qui craque parce que justement il y a une crise, mais qui ne remet pas en cause complètement la réflexion. Et si c'est ça, si vos préconisations se structurent autour de ces trois éléments, j'ai quelques doutes sur l'aspect disruptif que vous voudriez avoir. Quand j'entends travailler sur les volumes, sans vous interdire une réflexion sur les prix. Et je trouve que c'est très réducteur par rapport au propre constat que vous faites sur la complexité du système, etc. Et que dans votre lettre de mission, il y a quand même le renforcement de notre tissu productif, l'attractivité des territoires pour les industriels et la relocalisation de produits de santé stratégiques. Et puis, il y a un thème qui est quand même important, l'équilibre et l'équité dans la répartition des efforts.
Donc comment ça se conjugue, et sans vouloir trahir, parce que si vous ne pouvez pas aller plus loin, on le comprendra et on arrêtera là l'échange, hein, parce que s'il n'est pas mûr au niveau de vos réflexions, on peut le comprendre, hein, on peut le comprendre, et vous nous le ferez par écrit au moment du rendu, et on peut tout à fait l'entendre, ça. Mais en tout cas, c'est vrai qu'on ne peut pas continuer comme ça, parce que nous aussi, on en est pratiquement une trentaine d'auditions, je pense, ou plus, 40, 50. Donc beaucoup plus des déplacements sur le terrain, on a rencontré des entreprises, etc. Donc je veux dire qu'on commence à voir un peu les tenants et les aboutissants de la question. Et ce qui nous intéresse, c'est surtout d'être dans la proposition, hein, parce que ce n'est pas un exercice universitaire qu'on fait. Donc si on ne peut pas aller plus loin, on ne va pas plus loin. On ne vous en tiendra pas rigueur pour autant, on constatera. Mais voilà, donc moi, pas de remise en cause, mais moi je trouve que ce que vous dites est très très révélateur de la composition quand même. Je ne suis pas bon. Oui. 2, oui, c'est ça, c'est que vous êtes dans la mission, il y en a 5 sur 6 qui proviennent quand même du monde du business, enfin pas au sens péjoratif du terme, mais en tout cas c'est un acteur parmi d'autres, quoi. Donc ils sont très. Donc de fait, je ne vois pas où vous pouvez être disruptif, mais vous pouvez me contredire, hein, si vous avez les moyens de me contredire aujourd'hui. Et deuxièmement, j'aimerais bien que vous nous disiez un mot de ces éléments que je viens de citer. Sinon, je pense que voilà. Enfin... Alors, permettez peut-être alors 3 éléments. La première, excusez-moi, mais on n'est pas là pour débattre sur la composition de la mission. Encore une fois, comme Magali l'a dit, nous ne sommes pas responsables de la façon dont la mission a été constituée. Et vous avez dans la mission deux personnes qui ont un passeport de professionnel de santé, enfin qui ont une expérience, une formation en matière de santé. Je suis le seul à avoir un parcours exclusivement dans le domaine de l'entreprise, ou quasiment exclusivement dans le domaine de l'entreprise. Et on a 4 personnes qui ont un parcours dans l'administration, dans la haute administration et de santé. Donc on a des gens qui sont, me semble-t-il, et nos débats ne sont en aucun cas conduits, dirigés par l'un d'entre nous. Et comme l'a souligné Magali, c'est une discussion qui est collégiale. Ce qui explique aussi peut-être, au terme de pas tout à fait au terme, parce qu'on en a encore un certain nombre devant nous, au moins une vingtaine, qu'aujourd'hui, nous soyons dans ce travail de synthèse. Et effectivement, je suis désolé de vous décevoir, je le comprends, mais nous avons encore besoin, nous avons passé encore une fois, plus de 200 heures d'auditions diverses. Et aujourd'hui, nous sommes en train de travailler sur une dizaine de chapitres qui vont au-delà de ce que j'ai pu dire, bien entendu, et qui vont couvrir les différents champs, pas strictement ceux que j'ai évoqués. Cela dit, puisque notre mission était quand même beaucoup sur l'équilibre des produits de santé, à la fois l'accès et en même temps les aspects industriels et en même temps l'équilibre budgétaire, la question de la régulation et la façon dont ces leviers sont activés est essentielle. Et donc aujourd'hui, de fait, il faut qu'on se penche sur c'est un des chapitres, mais sur chacun de ces 3 leviers, que sont une régulation par les prix qui a été très utilisée, une régulation relative par les volumes beaucoup moins utilisée que ce qu'elle peut être ailleurs, et de maîtrise médicalisée, et une régulation, disons, par la structure, ou un levier de structure qui a été relativement moins employé. Alors, ce sera l'objectif in fine, est d'arriver à un système qui permette d'assurer l'accès aux traitements matures et aux traitements innovants. Et je pense que cette réponse sur la régulation sera un des leviers importants, oui. Je vais peut-être essayer de préciser quand même les choses. Sur la maîtrise médicalisée, est-ce que vous allez proposer un accroissement du reste à charge des patients, qui est en France le plus faible des pays de l'OCDE? Ma deuxième question, vous parlez de réduire les volumes, alors que l'on sait que seulement 46% des Français, et essentiellement, je dis bien Français, ce sont les hommes, qui sont en bonne santé à 65 ans, contre plus de 75% en Suède. Et là, je me réfère à un rapport de ma collègue qui est ici présente, Mélanie Vogel, sur la sécurité écologique. Et ma troisième question, est-ce que vous êtes favorable à l'idée qui est appliquée au Royaume-Uni, au-delà d'un certain âge, un patient, finalement, n'est plus éligible à certaines thérapies?
Voilà, 3 questions précises. Et là encore, on est sur une commission d'enquête. Donc, vous pouvez effectivement avoir des réserves parce que c'est en direct. Mais après, vous pouvez répondre par écrit et nous gardons évidemment les éléments que vous nous donnez. Mais il y a quand même des réponses à apporter. Je vous remercie. Peut-être quelques éléments sur ces 3 questions importantes. Sur la maîtrise médicalisée, nous ne nous orientons pas vers une augmentation du reste à charge des patients. Ce n'est pas comme ça que nous concevons la maîtrise médicalisée aujourd'hui des dépenses d'assurance maladie. Quand je parlais de solutions disruptives, elles pourront peut-être porter, et je ne veux pas préempter encore sur ce que seront les propositions de la mission, mais on a effectivement un intérêt poussé sur les pratiques professionnelles, sur le respect par les professionnels des recommandations de bonnes pratiques, sur des consommations de soins qui sont élevées, sur la polypathologie des personnes âgées, sur la polymédication des personnes âgées, sur l'ampleur des accidents de type iatrogène en France. Donc oui, on a un sujet autour des prescriptions, oui, on a un sujet autour de la consommation de médicaments qui pose des problèmes de santé publique. Et donc là, l'approche est finalement plus santé publique qu'économique, mais en réalité, on considère que les enjeux sont liés, l'un ayant un impact sur l'autre. Donc oui, on est sur la volonté d'aller rechercher des gains d'efficience à la fois en qualité et en dépenses sur les pratiques professionnelles. Donc notre sujet porte plus sur les pratiques professionnelles que sur le reste à charge des patients, pour le dire très simplement, avec des écarts de pratiques qu'il faut documenter, qu'il faut rechercher, et sans doute des solutions qui sont à trouver dans différentes sphères qui relèvent des sciences sociales, qui relèvent de la formation des professionnels de santé, de l'acculturation d'un certain nombre de sujets, et aussi d'une meilleure information et appréhension des recommandations, qu'elles soient publiques ou je pense aux recommandations scientifiques ou à d'autres recommandations qui peuvent être produites par les sociétés savantes, par exemple. Sur effectivement le niveau de bonne santé ou moins bonne santé des Français par rapport aux d'autres pays, moi je suis convaincue que l'état de santé d'une population ne tient pas exclusivement à l'accès aux médicaments, enfin ne tient pas au nombre de boîtes de médicaments, on va dire, consommées. Parfois, ça peut même être l'inverse. Donc, en effet, il y a sans doute des différences entre pays, entre les différents états de santé ou d'espérance de vie en bonne santé entre les pays. Mais la santé, les déterminants de la santé sont bien plus larges que l'accès aux médicaments, bien plus larges même que l'accès aux soins. Ça tient aussi à des causes environnementales, sociétales, qui sont importantes. Donc, effectivement, notre système de santé, notre dispositif de prise en charge, notre régime des ALD permet de couvrir des besoins de santé importants, mais il y a bien d'autres facteurs qui rentrent en ligne de compte. Voilà, je laisse peut-être. Je peux juste ajouter un point, parce que vous avez pardon, excusez-moi. Le budget par Français, la France était connue historiquement pour être un des premiers pays mondiaux, si ce n'est le premier, en matière de consommation de produits de santé. Ce budget a baissé. Aujourd'hui, la France est absolument dans la moyenne, et en particulier en Europe. La raison pour laquelle en revanche, ça a baissé, le budget global a baissé, par les effets de la régulation, par les effets des prix, par les effets du générique, etc. Mais le volume consommé continue de baisser, mais fait toujours partie, le nombre de ce qu'on appelle d'UCD, c'est-à-dire d'unités consommées par Français, reste parmi les premiers d'Europe. Et en fait, seule l'Allemagne est devant nous, l'Allemagne progresse. Et le nombre d'unités consommées par Français baisse, mais reste un des premiers d'Europe. Et donc, il nous semble que c'est un sujet qui est important, pas de pouvoir assurer que la consommation, le nombre d'unités de produits de santé soit probablement mieux encadré. Un point qui est important, c'est que nous avons également observé que bien souvent, les changements sont faits en France. Vous observez 2 systèmes très différents. Vous avez des systèmes de type nordique ou de type allemand, par exemple, qui sont des systèmes qui fonctionnent par la contrainte. Le médecin, par la contrainte, c'est-à-dire que vous avez un budget, un encadrement. Quand vous avez en France plutôt un système qui fonctionne par le financement, c'est-à-dire que vous voulez typiquement, prenons l'exemple du générique,
Le médicament générique s'est beaucoup développé en France. Si la substitution, elle est bonne dans le répertoire, c'est aussi parce que les pharmaciens s'y sont mis et que les pharmaciens ont été pour ça. Ils l'ont fait aussi parce qu'ils y avaient un intérêt. La question se posera sur les biosimilaires, qui est une vague qui arrive prochainement et sur lequel il faut se poser la question de savoir comment on l'aborde. Mais dans d'autres pays, d'autres pays ont fonctionné de façon différente. Un médecin allemand a un budget et quand il le dépasse, doit rendre des comptes sur son budget jusqu'à certains moments. Donc on a un système qui a fonctionné par soutien financier, disons, beaucoup plus que par contrainte. On peut aussi se poser la question de se dire, quand on a un soutien financier, est-ce qu'il doit s'inscrire dans le temps quand le geste est pris, ou est-ce qu'une fois qu'on a atteint le niveau que l'on souhaite, on peut considérer que ce soutien financier se transforme autrement sur un autre geste ou disparaît même. Donc c'est là aussi une spécificité. Est-ce que nos collègues ont des questions à poser ou non? Donc, oui. Alors, moi, c'est pas une question, mais comme vous êtes à la rédaction finalement de votre mission, que j'ai bien entendu qu'il y avait des chapitres qui restaient à compléter et qu'on a donc cette audition. Moi, je voudrais attirer votre attention sur le fait que, bien sûr, il y a nécessité de faire en sorte qu'il y ait une consommation de médicaments qui correspondent aux besoins de santé de chaque patient et de chaque patiente. Donc, il y a une nécessité d'encadrement. Mais il me semble, en tout cas dans l'échange que nous avons eu par rapport aux réponses que vous nous avez apportées, qu'il est quand même plus facile d'explorer cette piste qui financièrement n'engage pas l'État, plutôt que de remettre en cause le système quand même, qui est le système économique, dont vous avez dit vous-même tous les deux qu'il était à bout de souffle. Donc, j'attire juste votre attention là-dessus. C'est peut-être pas comment dirais-je, votre propos principal, mais en tout cas, dans la restitution que vous nous faites et dans la façon dont nous... Et je crois on a compris la même chose. Attention, en tout cas, si je puis me permettre, après je n'ai aucun droit sur cette mission, voilà, ni aucun pouvoir, mais puisqu'on est en audition, j'attire juste votre attention pour qu'il n'y ait pas un déséquilibre. Parce que si un système est à bout de souffle, ça veut dire qu'il faut le revisiter. Peut-être un commentaire sur ce que vous venez de dire, Madame la rapporteure, au sujet de cette maîtrise des volumes par la maîtrise médicalisée des dépenses, mais aussi des prix qui sont dans le champ d'analyse de la mission. Nous sommes aussi dans un contexte particulier où est annoncée une réforme de la tarification des soins et une réforme des parcours probablement, avec des travaux au long cours qui vont être conduits, mais qui pourraient produire des résultats intéressants sur l'amélioration du parcours de soins des patients. Et dans ce cas-là, nous sommes attentifs au déroulement de ces travaux, puisque là, on pourrait imaginer des dispositifs de prise en charge qui soient complètement rénovés, qui ne ressemblent pas à ce que nous connaissons déjà, qui pourraient inclure à la fois des prises en charge liées à des prises en charge hospitalières, ambulatoires, médicaments. Enfin, on pourrait imaginer beaucoup de choses pour améliorer les parcours des patients. Peut-être un deuxième commentaire à faire sur un élément que nous n'avons pas mentionné, mais qui est aussi au cœur de notre préoccupation. C'est, vous avez évoqué tout à l'heure le critère industriel dans la fixation des prix. Il y a aussi un critère tout à fait capital, nous semble-t-il, ce sont les vies réelles. Alors je crois que ce sont les données de vie réelle qu'on a dû évoquer dans nos propos liminaires, mais ça nous semble effectivement très important de réfléchir à une meilleure prise en compte des données de vie réelle, que ce soit des données de qualité de vie ou des données médico-économiques pour l'évaluation ex post des produits de santé. Donc on est en train de réfléchir aux dispositifs, d'analyser les dispositifs tels qu'ils existent, le recueil de données tel qu'il existe, les limites des agences pour en tenir compte et peut-être les exigences méthodologiques qui doivent accompagner l'amplification de ces données et de leur prise en compte dans les mécanismes futurs de régulation.
Chocolat, non? Pas d'avis par rapport à ça? Bon, je crois qu'on a fait le tour de ce que vous pouviez ou ce que vous vouliez ou ce que vous étiez en mesure de nous dire aujourd'hui. Donc je vais lever la séance. Je vous rappelle la possibilité de nous communiquer des documents complémentaires pour éclairer nos travaux. Or, cette audition à proprement parler qui est en direct sur le site. Et je voudrais dire à nos collègues que la dernière audition aura lieu le jeudi 15 avec le ministre, jeudi 15 à 9h, pour clore la série des auditions, ce qui ne clôt pas pour autant le travail à faire, puisqu'il faut rédiger et avoir des préconisations. Mais l'objectif, oui, c'est bien d'arriver à une présentation de nos travaux dans la première quinzaine de juillet. Voilà, écoutez, bonne continuation pour votre travail. Entendez quand même, je pense, le message qu'on a essayé de passer, parce que travailler 6 mois pour rien remettre en cause, ça serait un petit peu frustrant pour tout le monde, je crois, y compris pour vous. En tout cas, je vous remercie de votre participation. Après, Merci à vous. Merci.